avant tout, salam alaikum. Écoute, Et merci de m'avoir invité. Le nom, c'est Belqasem Habba et je suis algérien. Le parcours, en fait, il est un peu, probablement un peu, dans mon temps. J'ai commencé les études, c'était une année après l'indépendance de l'Algérie, très bien. juste en 63. Donc, pour ceux qui veulent savoir exactement comment ça a été, je ferme la caméra, comme ça vous allez avoir facilement mon petit village où je suis né, et c'est la rue où j'ai démarré. Donc, plus ou moins, ça résume plus ou moins le départ. Donc, et je résume rapidement parce que je viens d'une famille malheureusement, c'est une pauvreté là où je venais d'un petit patelin. Comme vous voyez bien sûr sur la photo, on n'a pas d'électricité, n'avait pas d'électricité. Et bien sûr, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de climatisation, il n'y avait absolument, il n'y a pas d'Internet, surtout pour nos jeunes actuellement. Donc, il n'y avait absolument rien. Donc, on a démarré de rien. La seule différence qui existait dans le temps, c'est qu'on venait juste de sortir d'une indépendance. On avait une volonté de faire, on voulait réussir avec un nouveau pays. Donc, et ça a été intitulé même aux jeunes, comme nous. Moi, j'avais que 5 années dans le temps. Mais on enfonce dans notre tête de travailler, de réussir. On n'a rien, il faut aller quelque part, il faut faire quelque chose dans la vie pour le pays. Et c'était ça là où je démarre. Donc, pour question d'études, là où j'ai démarré, j'ai fait notre village avec l'école primaire et un CM qui n'avait même pas la dernière année. Une classe chacune, pas plus. Et donc, après ça, j'étais bon en mathématiques. Le hasard a fait en sorte. J'étais mauvais par toute autre chose, surtout le français et l'arabe, et tout ce qui les entoure. Et donc, ils ont pensé que je puisse faire quelque chose. J'ai terminé le lycée à Tchougourt, au sud aussi, au sud algérien. Je n'ai pas bien décrit que je viens du sud algérien, je suis originaire et né au sud algérien. Et donc, j'ai fait Tchougourt 3 années dans le temps. C'est le seul lycée au sud algérien. De Biskra à Tamarasset, il n'y a que le lycée Tchougourt. Et après, on m'a dit que voilà, bonne note, il faut aller à Bab Zouar. Donc, je me retrouve à Alger à faire. J'ai fait mathématiques au lycée, donc je me retrouve à Bab Zouar de faire physique. Et il y avait une amitié entre les jeunes et tout ça. On veut réussir. Notre parent travaillait dur pour qu'on réussisse. Bien que les moyens, il n'y avait pas. Hein. Et après avoir terminé mon bachelor à Bab Zouar, et on m'a envoyé aux États-Unis. Donc, je me retrouve aux États-Unis avec une bourse algérienne. Donc, j'arrive aux États-Unis, je ne parlais pas l'anglais dans le temps. Il a fallu prendre quelques cours d'anglais. Et juste après, je me suis inscrit à l'université de Stanford. Donc, à Stanford, j'ai fait 2 masters, un master en physique appliquée. Oui, je me suis dit, alors, physique appliquée en Algérie, parce que j'avais l'intention de retourner en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire avec il faut que je fasse autre chose. Donc, je me suis orienté en physique des matériaux ou en engineering, où j'ai fait un PhD en énergie solaire. Fabrication des couches minces pour l'énergie solaire. Je pensais que ça va être utile au pays et tout ça. Donc,
Et ça a été, donc j'ai fait mon PhD, j'ai terminé le PhD en 1988, quelque chose comme ça. Donc c'est ça, plus ou moins, grosso modo, mes études. Très bien. Et après Stanford, j'ai commencé à travailler avec le centre de recherche de IBM de Yorktown Heights, qui est très fameux. Et entre guillemets, j'avais le gars qui était à côté de moi à gauche, c'était Mandelbrot, le créateur des fractals. Il avait l'office juste à côté, on est devenus très très bons copains. Donc ça te donne une certaine humilité. Avoir des géants de partout, il faut réfléchir deux fois avant de parler. Donc, j'ai passé quelques années à IBM et je me suis retourné en Algérie, bien sûr, parce que c'était le but de faire quelque chose en Algérie. Donc, je retourne en 1990. 90, qui dit 90, dit malheureusement, la situation commence à dégénérer en Algérie. Je me suis inscrit à enseigner à l'université de Biskra. Malheureusement, les situations n'étaient pas à la bonne période. J'habitais à Al-Mrayer, qui fait 120 km, un peu plus, aller et 120 retour, donc tous les jours. Ça a été un peu difficile au départ. Donc, j'ai décidé, moi, je vais faire quelque chose avec ma vie. J'ai pris mes bagages et je me retrouvais au Japon. Donc, directement au Japon, j'ai travaillé pour le centre de recherche de NEC et j'ai passé 6 années là-bas dans le centre des applications des lasers en microélectronique. J'étais manager dans le temps, donc c'est un centre de recherche. On travaillait sur l'application des lasers, tout ce qui est fabrication des circuits intégrés, de LCD, Liquid Crystal Displays, tout ce qui est optoélectronique, électronique. Après 6 années là-bas, donc j'ai décidé, pour des raisons personnelles, familiales, j'ai décidé de me retourner aux États-Unis. Donc, j'arrive aux États-Unis en 96. En 96, avant, j'ai travaillé plutôt dans les grandes compagnies. IBM, NSI, c'est les deux plus grandes compagnies, plus ou moins, aux États-Unis et au Japon. Donc, j'ai une idée un peu comment faire de la recherche dans les grandes compagnies. J'ai décidé, à partir de ce moment, je ne vais faire que des startups. Et je me suis lancé dans des startups. 96, j'ai commencé à travailler dans une petite start-up qui vient juste démarrer. Donc, j'ai démarré presque au départ. Je n'étais pas le fondateur, mais j'étais avec eux. C'est la compagnie qui s'appelle Tessera. Probablement, je vais y aller sur le travail. Après, je reviens sur ce qu'on a fabriqué dans les startups et tout ça. Donc, de Tessera, on a commencé là-bas. Donc, Tessera a pris de l'élan, devenu une bonne compagnie, une grande compagnie, une compagnie multinationale sur tous les continents actuellement, quelques billions de dollars. Donc, elle a changé de nom plusieurs fois. Donc, actuellement, on s'appelle Xperi. Et en parallèle, donc, j'ai décidé aussi d'aller voir avec une autre compagnie, Rambus, pour travailler sur les mémoires, tout ce qui est mémoire et tout ça. Donc, j'ai travaillé quelques années avec Rambus et j'ai décidé de quitter pour démarrer ma startup. J'ai démarré une compagnie qui s'appelle Silicon Pipe, ici Silicon Valley, c'est l'accélération entre chips, communication et tout ça. Après quelques années, la compagnie a été vendue avec Samsung et je retournais après j'ai quitté, j'ai commencé à travailler avec Google dans le centre des data centers. Moi, je ne m'y connais absolument rien sur le software.
Je suis un hardware, je fais que des hardware. Donc, j'ai commencé à développer avec Google en fait, les gens, tout ce qui est AI, Artificial Intelligence, les premiers data centers consacrés à l'Artificial Intelligence. J'ai eu l'honneur de travailler avec ça pendant quelques années. Je me suis retourné de nouveau sur la première startup, qui n'est plus startup, Xperi, où je suis actuellement. Une bonne question. En fait, au départ, c'était toujours mes profs. Il faut l'avouer. J'avais surtout mes profs de mathématiques. Ils ont vu en moi tout ce qui est littérature, français, arabe, tout ça. Je me débrouille, mais pas une lumière. Mais en mathématiques, j'avais que des bonnes notes. Donc, mes profs étaient toujours derrière moi et je donne tous mes atouts. Ça appartient, c'est grâce à eux que je suis là où je suis. Donc, mettons ça à côté. J'arrive aux États-Unis, surtout, j'ai discuté sur pas mal d'occasions. J'étais aux États-Unis, et moi j'arrive aux États-Unis, je suis envoyé par le gouvernement algérien. Mon but, c'est de terminer les études, aller en Algérie, enseigner en Algérie. C'est tout ce qu'on avait dans le temps. Les Algériens qui venaient à l'étranger, on n'avait que ça dans la tête. On retourne pour faire quelque chose. Et c'est à Stanford, je pense, les années 86, 85, 86. J'ai rencontré deux personnes qui étaient dans ma classe, qui venaient me voir en disant que, voilà, est-ce que on peut démarrer une start-up? Moi, je n'ai jamais entendu parler des start-up. Je ne savais même pas c'est quoi. Donc, je dis, c'est quoi les start-up? On va faire une compagnie entre nous. Un veut être le CEO, l'autre marketing, et moi, il voulait que je travaille dans l'engineering, le côté, on se connaissait. Alors, je dis, non, non, moi, mon but est clair, je retourne en Algérie. Des années après, j'étais vraiment choqué de voir qu'ils ont réussi, ils ont fait une grande compagnie. Et ça m'a vraiment bouleversé du fait que pour la première fois dans ma vie, où j'ai vu que des gens ils croient en moi, en ma personne, plus que moi-même. Et c'était choquant pour moi que quelqu'un d'autre voit en vous une personne qui peut réussir. Et moi, en tant que personne, j'avais aucun clou. Je ne savais même pas que j'étais capable de faire quelque chose. Et ça a été le démarrage de tout ce que je faisais. Donc, la première des choses que je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de comprendre c'est quoi, c'est une start-up, comment ça démarre, qu'est-ce qui me manque pour être au même niveau que ces personnes. Et donc, j'ai passé un bon bout de temps à étudier, savoir ce qui me manque, surtout des lacunes qu'on a, la peur qu'on a. Est-ce qu'on est au même niveau que les autres? Et en fait, il s'avère que c'est une peur, que de la peur. On n'a pas d'exemple, dans mon cas et dans le cas de tous les Algériens qui sortaient du pays dans le temps, on n'avait pas d'exemple. Je viens aux États-Unis, je viens n'importe où. Entre Algériens, on fait des plombeurs, je ne sais pas quoi, gardiens, je ne sais pas quoi, chauffeurs, mais on ne réfléchit même pas à démarrer des compagnies parce qu'il n'y avait pas un autre Algérien qui a démarré une compagnie pour nous donner, nous guider à faire ça. Et ça a été intitulé dans notre tête que réussir, c'est pour les étrangers, c'est pour les Français, c'est pour les Américains, ce n'est pas pour notre tête. Nous, on doit subir, on doit faire que ce qu'ils veulent. Et ce n'est qu'après, une fois que j'ai vu une personne, un Algérien qui a essayé de démarrer une compagnie, voilà, il commence à
Donc, j'ai démarré, et après que j'ai démarré, ça a été un plus pour les autres. Et c'est la boule de neige qui se fait. Donc, je pense que c'est assez important. C'est important de voir des exemples, surtout des exemples de personnes qui viennent du même coin, du même bled, parce que ça te donne pourquoi je ne dois pas réussir. Il n'y a aucune raison. Surtout moi, regardez d'où je viens. Donc, il n'y a aucune raison pour que les autres Algériens ne réussissent pas. Réussir, ça ne veut pas dire avoir une start-up. C'est faire de son mieux, prendre ses connaissances, les appliquer, de faire du maximum de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Ce n'est pas être le premier. C'est ça ce qui est important. Je n'ai pas envie de dépasser. Il y a des gens qui ont démarré du premier jour, ils avaient des moyens aux affaires, ils avaient des bibliothèques, des librairies, de l'argent et tout ça. Ils avaient de l'avance. Il faut les mettre à côté, il faut prendre son propre chemin. On s'y met, on peut arriver à les dépasser ou ne pas les dépasser. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on essaie de faire une chose dans notre vie avant de partir. C'est ça Après ça, c'était plutôt la majorité, c'était des gens qui ont démarré des compagnies. J'ai commencé à savoir beaucoup de gens aussi au Silicon Valley, des gens qui ont réussi. Ça te donne une idée comment ils ont réussi, pourquoi ils ont réussi, les problèmes et tout ça. J'ai appris pas mal de choses. J'ai appris les techniques, les moyens de réussir, par exemple. Il y a des conditions qui existent aux États-Unis, Silicon Valley, qui n'existent pas ailleurs. Et un exemple très simple au Silicon Valley, par exemple, si je démarre une compagnie et j'échoue, c'est un atout. C'est un acquis. Donc, si je démarre et je veux démarrer une deuxième compagnie, je suis presque premier à avoir les financements parce que j'ai une expérience. Ça ne marchera pas ailleurs, dans d'autres pays, parce que rater, c'est marqué à vie. Donc, on apprend à comment s'adapter là où on est. Donc, ça, il faut savoir s'y ajuster. Il faut expliquer aux gens que c'est quoi un brevet avant tout. Un brevet, ce n'est rien qu'un petit bout de papier qu'on me donne que j'ai droit j'ai un droit, comme un terrain. J'achète un bout de terrain, on me donne un bout de papier qui me dit que ce bout de terrain, ce parking est le mien. Donc, si tu ramènes ta voiture dedans, tu dois me payer quelque chose. Et il ne faut pas s'affoler. Donc, si l'idée ne ramène pas de l'argent, il n'est pas capable de ramener, il ne faut pas la déposer. Le patent ou le brevet, c'est un business, purement business. On fait des dépenses, on achète un bout de terrain, on a un brevet, en espérant avec de faire de l'argent derrière. Et ça s'arrête là. Donc, il y a des gens qui le font par prestige. Ce n'est pas un prestige, c'est un travail. Ça fait partie du travail. Ceci étant dit, primo, il faut avoir l'idée. Et l'idée, comment ça vient? L'idée, ça vient en général, surtout si on est en connaissance de ce qui se passe dans le monde de la science. On est en avant, on fait beaucoup d'études, on sait ce qui se fait actuellement, donc on sait facilement comment modifier des choses pour créer une idée. Un brevet, ça ne veut pas dire que c'est catégoriquement une révélation, une nouvelle révélation, c'est une modification de quelque chose qui existe en général. Et personne ne peut créer quelque chose du vide. Ça arrive rarement.
Donc, on ne fait que construire sur le travail des autres. Donc, on a une idée, comment un processus, comment améliorer une chose, comment faire un circuit, comment... Et l'idée que ce soit une idée nouvelle n'a pas été divulguée et n'a pas été publiée auparavant. C'est très important. Une fois que j'ai l'idée, surtout si je suis dans la compagnie actuelle, n'importe quelle compagnie, on a un meeting une fois tous les 15 jours, tout ça, et chacun présente leurs nouvelles idées au groupe. Le groupe décide si ça vaut la peine pour la compagnie de payer de l'argent. Et cette idée, probablement, ça va ramener des ROI à long terme. Une fois qu'on décide, on la passe on rédige un brevet, on l'envoie, surtout il y a des avocats qui font ça, on envoie ailleurs avec une discussion avec l'office des brevets et tout ça, ça prend entre 6 mois et 2 années pour avoir le brevet. Donc, c'est un processus qui dure. Donc, c'est ça plus ou moins. Donc, une fois qu'on a l'idée, il faut primo chercher que l'idée n'existait pas avant. Ça, c'est important. Deuxième, c'est si on ramène deux choses qui existent, on les met ensemble, on pense que c'est un brevet, ce n'est pas un brevet. Ramener deux choses ensemble pour faire une nouvelle chose, ça ne marche pas. Seulement si c'est très difficile d'y réfléchir. Ramener deux choses que personne n'a réfléchi. Et ce n'est pas concevable que l'idée de ramener ces deux choses ensemble, it's not obvious, comme on dit en anglais. Question de brevet maintenant. C'est vrai que j'ai commencé à déposer des brevets depuis, ça a démarré de 1990, donc ça fait 30 années que je dépose des brevets. Mon premier brevet, c'était en 90, après 7 années pour déposer le deuxième. Donc, en 97, j'ai déposé mon deuxième. Mais après, la distance se rétrécit entre les brevets. Donc, et on commence à déposer un certain nombre par année. Et, on devient vieux, ça commence à diminuer. Ce qui se passe, c'est que, pour que ça soit clair, il y a des brevets inscrits qui sont déposés et confirmés, inscrits Patent Office, délivrés, soi-disant, on dit brevet délivré. Et il y a des applications. On dépose des brevets et qui sont sur le processus d'être... donc, mes 1600 quelque chose brevets comme ça, c'est un ensemble entre applications, brevets délivrés, et c'est des brevets qui sont déposés à travers le monde entier. Parmi tout ça, il y a 500 et quelques, 550, quelque chose comme ça, qui sont déposés et délivrés aux États-Unis. Donc, pour que ça soit clair. Il y a probablement un nombre qui paraît un peu illogique. C'est de la recherche. On vend notre idée aux autres, on vend les droits d'utilisation pour les autres compagnies. C'est important de déposer de plus en plus parce qu'il faut se protéger. C'est ça qui a fait que si j'étais dans une autre compagnie qui ne faisait pas ça, non, probablement le nombre aurait été un peu plus petit. Si j'étais dans une université, ça va être 10 fois plus petit. Donc, c'était le hasard a fait que je suis dans le bon coin, la bonne compagnie. Et probablement, j'ai cherché la compagnie où je veux y être pour avoir tout ça. Donc, c'est du hasard et un peu de chercher le bon coin. En fait, tout ça, c'est très simple. Et une fois qu'on regarde marche arrière, tout est très simple. Si je disais à ma fille, ma petite fille, elle avait, dans le temps, elle avait 7 ans, je pense, cette année.
Il me disait, Dad, what do you do? Je disais, voilà, je fais des miniaturisations. Ces chips, on les fait très petits. Elle me dit, tu le me donnes et je le coupe en deux et ça va être 2 fois plus petit. Donc, l'idée de miniaturisation, c'était fondamental. Et comment ça s'est passé? C'est que il y a 30 années, 40 années, le téléphone, et primo, il faut voir le film, il y a un film où le gars avait un téléphone portable, Wall Street, Michael Douglas. Un téléphone portable qui fait 2-3 kilos. Et nous, on s'est donné on discute avec les marketing, tout ça. Si le téléphone deviendra petit, ça va vendre avec au lieu des milliers, des millions et des millions. Est-ce qu'on était sûr? Non. C'était tout ce qu'on pensait. Mais il a fallu miniaturiser le téléphone parce que pourquoi le téléphone qui faisait des kilos? Le principe lui-même existe, mais il faut le miniaturiser. Pourquoi ils ne l'ont pas fait en ce temps? Et c'est avéré que les chips eux-mêmes, pour les fabriquer, il y avait un problème fondamental mécanique et électrique. Et donc, nous, en start-up, on s'est dit, voilà, tout ça, ils sont bloqués par quelque chose de très simple, un problème mécanique. Si on prend, le chip lui-même, il est tellement petit, mais l'ensemble, le packaging qui existe aux alentours de chip, parce que ce qu'on appelle chip, c'est en fait, ce qu'on voit, c'est le packaging. C'est le chip, il est à l'intérieur, il est tellement petit. Il y a tout l'ensemble, et il y a le soudage à la carte mère. Donc, ce système, il est gros, et il a un impact sur la communication électrique et vitesse et problème de volume. Donc, nous, entre start-up, on a décidé, on entame ça, on va faire en sorte qu'on le met de telle façon, il est aux mêmes dimensions que le chip lui-même, tellement petit. Et c'était ça l'idée. Donc, on a demandé de l'argent aux investisseurs, dont ils nous ont donné 30 millions de dollars. Et on a démarré de travailler dessus. Donc, on ne savait pas que ça marchait. Hein. C'est une compagnie on était une dizaine de personnes. Un petit laboratoire, je ne sais pas quoi, on faisait de tout. Et c'est avéré qu'on a trouvé un moyen, parce qu'à chaque fois qu'on miniature, ça ne marche pas. Ça se casse. Donc, on a trouvé une façon de montage et de fabrication qui fait qu'en sorte que ça marche et que ça ne se casse pas. Et ça a été le démarrage de toute une révolution. Donc, la vision c'était très simple. Je pense qu'il y avait longtemps, il y avait beaucoup de gens qui ont y pensé. Mais nous, il y a d'autres qui ont démarré avec nous. Probablement, on avait la chance, on était les premiers. Et ce chip et cette miniaturisation, actuellement, je pense qu'elle a vendu pour, si je ne sais pas, 300 milliards de chips dans le monde qui ont vendu avec cette technologie. Et ça se vend jusqu'à l'instant. N'importe quel produit électronique que tu ouvres, ça contient cette technologie. C'est une façon de fabriquer. Nous, on ne fabrique pas. On développe des idées. On leur dit comment ça se fabrique. On développe une plateforme. Et les gens commencent à l'utiliser. Par exemple, toutes les mémoires, tout ce qui est mémoire DRAMs, ça utilise cette technologie, 100%. Les mémoires, c'est la plus grande partie de l'électronique. Ça représente, je pense, 20% de toute l'électronique. Donc, et le téléphone, dans chaque portable téléphone, il y a cette technologie.
un deuxième point qui paraît très simple aussi, les caméras. Les caméras, ça a commencé avec des VGA. VGA caméra, c'est 470 000, 400 000, quelque chose de pixels dans le temps. En fabriquant des CMOS, des sensors, c'est très facile, on le fabrique, on le met, on fait la lentille dessus, tout se fait dans un garage, pas de problème. Pourquoi? Parce que la poussière qui existe aux alentours, elle est plus grande que le pixel, plus petite que le pixel qui existe. Même si ça tombe dessus, ça ne bloque pas. Ça, toujours, on peut avoir toujours. Et nous, après avoir terminé le premier projet, on s'est dit, ça viendra le jour où le pixel, ça va être plus petit que les poussières qui existent, fabrication. Et ça va être un sacré problème. Il s'avérait que rapidement, aux environs de 3 mégapixels, ça a été le chaos. On ne peut plus faire le... Et comme par hasard, on a réfléchi au problème. Donc, c'est très simple comme idée. Tout ce qu'on a fait, c'est on a pris un machin vert, on le met au-dessus des ciments sensors, on le protège avant la fabrication. Et ça a devenu le moyen de faire qui existe jusqu'à l'instant. On s'est retrouvé après avec tous les téléphones, caméras de téléphone. Je pense à un certain moment, on était à 40%, 50% de tous les caméras, ils utilisaient cette technologie. Donc, avoir une idée, c'est très facile. Il faut réfléchir là où on est, qu'est-ce qui existe, et vu la science, quels sont les problèmes qui vont ressurgir. Une fois qu'on a ce concept, tout marche. Il faut toujours être à l'avance. Toujours réfléchir dans 10 années, qu'est-ce qu'il va y avoir. Dans 5 années, comment ils vont faire. C'est ça. Et avec ça, la machine à chaque fois qu'on réfléchit une chose, on écrit un brevet, on est meilleur avocat et on passe au deuxième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à chaque fois qu'on développe un produit, il y a mille et une façons de faire. Donc, il faut protéger toutes ces façons, sinon il y a quelqu'un qui vient avec une autre façon de le faire. Donc, une fois qu'on trouve le produit, on commence à déposer des brevets tout aux alentours pour protéger. Et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de brevets, ce qui c'est pas sourcil. Que ce soit clair, j'ai fait Stanford, mais je ne suis plus à Stanford. Donc, je suis plus à l'université, donc je ne fais que de l'industrie actuellement. Mais je sais plus ou moins comment ça marche dans les universités. Les universités, en général, les universités, ils font du fondamental. Technologie fondamentale. À un certain moment, ils s'arrêtent. D'accord, ok. Et c'est les compagnies qui prennent toute technologie, lorsque surgit en général, les compagnies, c'est fondamental, les compagnies font en sorte à ne pas travailler dans le fondamental parce que ça coûte cher et ça prend un temps fou avant l'application. Un brevet, ça dure que 20 années. Donc, si on développe quelque chose et ça va prendre 20 ans, donc on a dépensé de l'argent pour rien. Donc, la majorité des compagnies, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les universités développer des choses. Une fois que ça a l'air de bouger, il y a un signal qui sort, il y a les compagnies qui viennent. Et c'est ça ce qu'on appelle cycle of technology cycles. Donc, comment ça part? Ça démarre à l'université, il y a une nouvelle technologie, il y a un intérêt de tout le monde, une nouvelle technologie, tout le monde commence à travailler avec. À un certain moment, ils se rendent compte que c'est difficile de l'appliquer. Et tout le monde quitte. Et ça descend. Il ne reste que quelques personnes qui travaillent sur cette technologie. Et c'est là où l'industrie vient.
et regarde ces compagnies qui sont restées pendant des années à développer à ce que ça a l'air de marcher. Soit ces compagnies deviennent des grandes compagnies, soit on les achète. Et ça démarre. Donc, il y a toujours ce cercle, ça démarre, ça descend, ça monte. Donc, les compagnies, les investisseurs, ils veulent dépenser leur argent au bas après la courbe, là, au bas de la courbe, et prendre l'élan. Les universités sont au départ. Et il y a pas mal de gens qui sont coincés, ils se retrouvent au milieu, ils perdent tout. Donc, ça, c'est pour expliquer. Donc, ceux qui décident ce qui se passe avec le téléphone pour le vendre et tout ça, c'est les compagnies. C'est les compagnies eux-mêmes parce qu'ils prennent un produit, ils le développent, ils font tout, mais avant de le faire sortir, il y a un problème. Si ça crée un problème à long terme, c'est des lawsuits, c'est la justice. Donc, ils font toutes ces études avant. Ils font du reliability et tout ça, plus ou moins. Si ils font une étude sur 5 années, et après, ils te disent si un téléphone ne va pas survivre pendant 2 années. Oui. Donc, c'est ça ce qui se passe. C'est vrai que avant de développer des produits, on va faire beaucoup de reliability, ce qu'on appelle de reliability. On fait des essais, on a un centre, dans notre centre, on a un département, il fait que de la reliability. Un exemple, je me rappelle très bien, on travaillait sur des caméras. Et on voulait mettre ce bout de verre sur la caméra. Donc, il a fallu développer la lentille juste en haut. Et le problème, c'est apaiser qu'il a fallu glue, comment ça s'appelle, la colle, une colle qui fait en sorte. Donc, on a cherché de trouver une colle qui marche, donc qui doit marcher dans le froid et dans le chaud, qui marche dans le désert, qui marche dans l'Alaska. Et une colle, par exemple, qui fait que l'épaisseur de cette colle ne change pas beaucoup, sinon le focal point de la lentille va changer. Et ça a été un problème, on n'a pas trouvé. Donc, c'est comme ça qu'on cherche un problème, on ne le trouve pas. Donc, on ramène des ingénieurs et ils commencent à travailler dessus et on a résolu le problème. Donc, c'est un cercle qui se passe. C'est une question très difficile à répondre parce que les grandes compagnies sont toutes perdus. Tout ce qu'ils regardent, c'est le return on investment, PE ratio, les investisseurs. Et les investisseurs, ils veulent que le stock continue à grandir. Donc, c'est vraiment le plus grand problème pour moi et pour moi en tant que personne, vu que je connais d'où je viens, d'où je venais. Donc, le problème, c'est l'écart qui existe entre les zones appauvries, surtout l'Afrique et tout ça, et les pays développés. Donc, et les technologies actuellement, pour s'y mettre, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de matériel. Même pour être capable de faire n'importe quoi, il te faut un portable qui n'est pas accessible, il te faut pour faire du AI, il te faut un ordinateur puissant, tout ça. Et dans mon patelin, la plupart des gens n'ont pas d'ordinateur. Donc, c'est ça qui crée l'imbalance dans le futur. Et cet écart, il commence à s'agrandir. Donc, pour moi, et donc, ça revient en fait comment améliorer le système éducatif des gens qui n'ont pas les moyens.
quelles sont les normes, dans quel domaine il faut s'y mettre, vu que surtout dans le futur, ça va être beaucoup plus du AI, de Artificial Intelligence, tout ça. Et tout ça, c'est basé sur la logique. Il y a beaucoup de logique, beaucoup de maths, tout ça. Je pars souvent dans mon petit bled et programming s'enseigne qu'au lycée ou à l'université. Donc, il faut qu'on commence à éduquer les petits dès l'école primaire à faire de la logique. C'est pas je ne parle pas d'enseigner des programming, mais au moins de savoir réfléchir logiquement. Et c'est ça qui manque. On est resté avec un système éducatif basé sur les normes qu'on avait depuis X temps et rien n'a changé. On ne va pas y aller loin si on ne fait pas un élan sur tout ce qui est logique, introduire la logique au niveau de l'école primaire et CM surtout. Ok. Pour moi, c'est très, très, très facile. Il faut savoir sa langue paternelle. Ça, c'est pour le bien-être. Autre que ça, il faut que tout le monde apprenne l'anglais. J'y étais dans le monde entier. J'y étais partout, j'ai fait des conférences partout et tout ça. C'était toujours, on me demande de faire la présentation qu'en anglais. Dans tous les pays. À l'exception où je me retrouve au Japon, où je connais un peu le japonais, un peu. On me demande d'expliquer des choses un peu en japonais en parallèle. Mais sinon, c'est l'anglais. Tout ce qui est technique, au moins dans mon domaine, je ne parle pas d'autres domaines, que je sois clair. Tout ce qui est technique, tout ce qui est connaissance, ça se fait en anglais. Donc, si j'ai une recommandation à tous ces jeunes, c'est de s'y mettre en anglais. Priorité. J'ai fait mes études en français, en Algérie. J'ai complètement oublié le tout, parce que je ne l'utilise jamais. Ouais. À l'exception, je me retrouve parfois en Algérie, parler avec quelques-uns, pas tout le monde, et on voyage avec un stop en France ou quelque chose comme ça. Mais sinon, et ça se voit probablement sur ma façon de parler. Et sinon, l'autre langue que je demande à Jean à y réfléchir, c'est le chinois. Le chinois parce que, primo, c'est une force industrielle. Si on veut faire des business avec eux, il faut s'y connaître. Savoir le chinois, c'est un atout. C'est très important, il faut réfléchir. Moi, dans le temps, ça fait 30 ans, j'étais 25 ans plus, un peu plus, j'étais au Japon, donc j'ai appris les japonais. Dans le temps, les japonais, c'était le pic parce que la technologie, tout ça, c'était au Japon. Donc, c'était bon de savoir les japonais. Pas autant maintenant. Maintenant, c'est les Chinois. Mais avant les Chinois, avant d'apprendre le chinois, il faut s'y mettre en anglais. Donc, anglais, chinois, et avant tout, langue maternelle pour le bien-être. C'est très simple pour moi. J'ai toujours pris cette philosophie où je travaille. Si la porte est fermée, je change de porte. Je change catégoriquement.
c'est pas mon devoir de changer ce qui existe. Je suis pas responsable de la situation. Mon devoir, c'est d'améliorer ma situation personnelle. Si ça ne marche pas, changer de direction. Il faut aller là où ça marche. C'est très simple. Ce qui est important pour moi, c'est, et probablement ce que j'ai trouvé aux États-Unis, au Japon, tout ça, c'est prouver avec le travail. Il faut avant tout prouver qu'on fait du bon travail. Se mettre sur le chemin, prouver qu'on est capable. Une fois qu'on n'est pas reconnu, il faut changer de direction. Et dans notre vie, on vit qu'une seule fois. J'ai une expression que j'utilise tout le temps en anglais. We live in life only once. Either you live your dreams or you live the dreams of somebody else. So, si on reste à travailler sur quelqu'un d'autre qui nous utilise, on est en train de travailler les rêves des autres. Donc, tout est simple. Il y a beaucoup de gens qui profitent des autres et tout ça. Ça arrive partout. Mais si ça se passe une fois, deux fois, il faut changer de camp. Changer de camp, changer de manager, changer de département, essayer de faire quelque chose. Sinon, ça ne bouge pas. Le plus important, c'est de se connaître soi-même. Savoir tes lacunes. On a tendance de cacher les trous qu'on a. Si on veut faire quelque chose et réussir, vraiment réussir, on sait ce qu'on sait. Et tout ce que je ne connais pas, je ramène quelqu'un d'autre qui le connaît. Il faut savoir complémenter les choses. C'est ça les startups. Les startups, il faut que je me connaisse moi-même. J'étais dans une compagnie, on m'a demandé d'être CEO. J'ai refusé d'être un CEO. C'est très simple parce que je suis mieux à faire l'engineering. Je sais le faire mieux que d'être un CEO, chercher du financing et tout ça. Je le laisse à quelqu'un qui le sait faire mieux que moi. Même au sein de l'engineering, il y a des domaines que je ne connais pas très bien. Donc, si j'ai à créer une compagnie, la première des choses que je fais, je ne vais pas créer une start-up avec mon cousin, avec mon ami de l'école et tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Je crée une compagnie, on a besoin de quelqu'un en electrical engineering, mechanical engineering, quelqu'un en chemical engineering. Moi, je connais l'électrique. Je cherche quelqu'un dans l'autre domaine. Que ce soit mon cousin ou pas, il faut que la personne réponde à des normes. Et c'est ça ce qui fait la force d'une start-up si on est conscient et on le reconnaît. On peut réussir de cette façon. Donc, c'est la première. Et d'autre chose, c'est que avoir une idée, tout le monde en a des idées. Tout le monde. Si je parle à ma mère, à 80 ans actuellement, je lui demande quelque chose, elle va me dire qu'elle a une idée maintenant. L'idée toute seule, ça ne marche pas. C'est l'idée, c'est le financement, c'est le marché. Donc, la plupart des jeunes, ils ont une idée sans rien réfléchir à autre. Ils s'y mettent sur l'ordinateur et commencent à travailler dessus. La plus grosse bêtise. Avant de travailler sur n'importe quoi, il faut savoir
ton marché, là où tu vas ramener le financement, qui va acheter ton produit. Ça, c'est plus important que l'idée elle-même. Secondo, une start-up, ce n'est pas fait pour tout le monde. J'ai rien contre travailler pour une compagnie, c'est très bien. Travailler dans l'agriculture, c'est très bien. Faire du n'importe quoi. Mais une start-up, en général, c'est des entrepreneurs qui, la nuit, ne dorment pas. Tout ce qui les préoccupe, c'est comment mettre cette idée sur marche, sur la bonne voie. Il faut toujours avoir à ses côtés quelqu'un qui te donne des conseils. Mais pas quelqu'un qui a eu des conseils théoriques. Il faut voir quelqu'un derrière, quelqu'un qui a traversé le trajet. Quelqu'un qui a fait une start-up. Si on veut faire une start-up, il faut chercher quelqu'un qui a fait une start-up. Perdu ou gagné, ce n'est pas un problème. C'est ces personnes qui donnent de bons conseils. La théorie, ça ne marche pas.